Donc le thème de cette intervention, c'est comment parler de vie affective et sexuelle avec mon enfant en situation de handicap intellectuel. Donc pour me présenter, pour savoir d'où je viens du CERES, qui est le Centre Ressources Handicap et Sexualité, et on a une activité assez diverse en fait, d'intervention directement en formation auprès des professionnels de l'accompagnement et du soin, mais également de colloques, de conférences, que ce soit avec les familles ou les professionnels. Et puis, on a eu l'occasion de co-créer des outils à destination des personnes avec déficience intellectuelle. Ça sera l'objet effectivement de cette présentation. Voici un plan succinct, je vais essayer de m'y tenir. Le plus important sera bien évidemment les questions qui seront nombreuses, j'espère, à la fin de cette intervention. Alors l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut se repérer dans le développement de son enfant avec une déficience intellectuelle et on va passer par les étapes du développement dit normal en fait pour essayer de voir quelles sont les spécificités. Alors on va avoir une approche assez générale, hein. L'objectif c'est vraiment après de pouvoir aller plus dans le détail lors de visio ultérieures ou lors des questions avec les familles et les personnes concernées. Alors, tout d'abord, l'accès à la sexualité va se construire par étapes. Et ça, c'est vraiment important. Même si l'enfant est en situation de handicap, de toute façon, il va être soumis à la pression de la puberté et de l'adolescence. Et donc, il va falloir trouver comment l'accompagner au mieux, au plus juste, au niveau de ces différentes étapes. Donc là, ce qu'on voit, et on le reverra un petit peu plus tard dans les outils qui seront présentés. C'est des ouvrages qui sont diffusés par Autisme Diffusion pour les enfants, Tom et Elsa, mais également pour les adultes. C'est la dernière production qui est tout à fait intéressante. Alors, la sexualité, elle va se construire des bébés, en fait, hein, avec toute une gamme de sensations qui vont être à traiter par le nouveau-né. Et au départ, ça va être assez complexe. Ça sera difficile effectivement de hiérarchiser, d'intégrer toutes ces sensations. Donc, il y a ce pôle de la sensorialité qui est fondamental et qui nous a tous constitués. On est tous passés par là. Et puis, au fur et à mesure que ces informations vont pouvoir être intégrées et traitées par le cerveau au niveau des mémoires, etc., eh bien, on va passer plus de la sensation à la perception et on va pouvoir rejoindre, on va dire, les différents stades du développement psycho-affectif qui ont été décrits par plusieurs auteurs, qui vont faire que il va y avoir une forme de sexualité infantile qui diffère complètement de la sexualité d'adulte, bien entendu, où les zones érogènes, les zones sources de plaisir, ne sont pas forcément les organes génitaux, bien entendu. Donc il y a une forme déjà d'auto-érotisme qui se développe. Et puis au fur et à mesure que ces étapes vont s'intégrer, eh bien vont apparaître des représentations, des fantasmes et une forme d'érotisme qui va aller jusqu'à la sexualité génitale pour certains ou certaines des personnes en situation de handicap. Donc, lorsqu'on parle de sexualité, on pense souvent pratique sexuelle, hein, mais vous voyez que le champ est beaucoup plus vaste et qu'il est important effectivement dans la définition, et on va y accéder dans quelques instants, d'avoir une approche qui est beaucoup plus intégrative et complète de la sexualité. Donc, c'est pas forcément uniquement lié à la reproduction, hors sexualité génitale, mais effectivement, toutes les modifications pubertaires vont aussi conduire à des remaniements psychiques et psychologiques de la puberté, effectivement, avec la question de la construction d'une identité sexuelle et puis les premières réactions sexuelles qui vont apparaître autour de la notion de plaisir, d'orgasme, etc., etc. La sexualité, ce n'est donc pas quelque chose d'inné ou naturel, cela s'apprend et le plus souvent, on n'y prête pas attention, comme on y a appris. On a pu expérimenter, on a eu des informations qu'on a retrouvées à travers bah, soit les ouvrages qu'on a consultés, les sites internet, mais souvent nos proches, les parents ou les enseignants qui vont aussi faire leur travail d'éducation complète à la sexualité.
La sexualité, ce n'est pas simplement des instincts, des pulsions, des besoins, ce sont aussi des comportements, des fantasmes. Et donc, on vient de le voir, la sexualité ne se résume pas à la génitalité ou à la procréation. C'est vraiment très important. Or, lorsqu'on prononce ce mot sexualité, très très souvent, on pense à génitalité, procréation, et du coup, ça va complètement bloquer la réflexion qu'on peut avoir autour de la sexualité des personnes avec déficience intellectuelle. Le premier organe sexuel, bien sûr, c'est le cerveau, mais c'est à travers nos fantasmes, nos émotions, le traitement des émotions, etc., que cela va se construire, comme on l'a vu. Le deuxième organe sexuel, bah, ça reste quand même aussi la sensualité, la sensorialité autour de la peau. Et en troisième lieu, viennent les organes génitaux, mais se focaliser que sur les organes génitaux, effectivement, c'est aller dans le mur et prendre le risque de se tromper complètement de voie. La sexualité va donc se construire et évoluer tout au long de l'existence, mais c'est valable autant pour les personnes dites en situation de handicap que pour les personnes dites valides. Et c'est une composante essentielle de notre personnalité qui va fonder nos relations intimes ou non avec les autres, tout ce qui est de l'ordre de l'altérité. Donc on l'a vu, le champ de la sexualité est beaucoup, beaucoup plus vaste et il va s'inscrire, bien entendu, dans une réalité qui est corporelle, charnelle, biologique, à travers toute la dimension somatique, la génétique, l'anatomie, la physiologie, tout ce qui est de l'ordre de la contraception, des IST, des maladies, etc. Mais le champ de la sexualité s'inscrit également dans une réalité qui est sociale, en lien avec le monde, les autres, les normes, la culture, la religion. Et ça, c'est vraiment très important. C'est aussi très contextualisé comment est-ce qu'on va découvrir et se représenter sa propre sexualité et la sexualité des autres. Enfin, la sexualité est vécue également à travers une expérience du monde, de soi et des autres, et c'est en lien, bien sûr, on l'a vu, avec les émotions, les sentiments, le plaisir, la relation à l'autre, mais aussi l'estime de soi, c'est-à-dire quelle représentation j'ai de moi et quelle représentation, je pense, les autres personnes autour de moi ont de moi et de ma sexualité, de mon rapport au corps, etc. Donc, on voit déjà que une des approches que nous allons promouvoir, c'est une approche qui est intégrative, c'est-à-dire biopsychosociale et qui est positive. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir que cette flèche jaune, en fait, elle décrit l'intersection de ces trois cercles, du champ du biologique, du social et du psycho-affectif, qui nous indique déjà une piste, c'est-à-dire quand on va parler de sexualité, il est vraiment important, voire fondamental, de toujours y penser, le penser à l'intersection de ces trois champs. La sexualité, c'est jamais uniquement un objet médical, jamais uniquement un objet social ou un objet psycho-affectif. C'est toujours une petite part de ces différents aspects et il ne s'agit pas de segmenter l'approche de la sexualité des personnes avec handicap intellectuel, par exemple. Alors le concept que je voulais aussi vous présenter dans cette conférence, c'est celui de la santé sexuelle et des droits sexuels. Je vais le faire de manière assez rapide, mais on pourra effectivement revenir dessus si vous le souhaitez lors des questions. La santé, elle est définie depuis 1946 comme un état qui est un état de bien-être à la fois émotionnel, mental et sociétal. Et à aucun moment, la santé ne saurait être réduite à l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on n'a pas de déficience ou de maladie qu'on est en bonne santé. La santé, c'est quelque chose d'éminemment subjectif et ça, c'est très important. Et si on se réfère à la charte d'Ottawa de 86, qui définit en quelque sorte la promotion de la santé, elle doit vraiment être vue comme une ressource et non pas comme une fin en soi. L'objectif, c'est d'avoir des ressources pour vivre mieux, augmenter effectivement sa qualité de vie. En 2002, l'OMS a défini également ce qu'était la santé sexuelle et en fait, elle s'est pas compliqué la tâche, vous voyez, puisqu'elle remplit le texte à trous et elle a dit simplement que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité.
Et puis elle a rajouté que la santé sexuelle exigeait une approche qui était positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences plaisantes et sécuritaires sans coercition, discrimination et violence. Ça veut dire que la sexualité doit s'inscrire dans une dimension positive, on l'a vu, mais aussi avec la possibilité d'expérimenter. Or, lorsqu'on est en situation de handicap, bien souvent, cela va limiter nos possibilités d'avoir accès à l'information, mais également d'expérimenter. Et puis, on peut être effectivement aussi victime en fait de formes de coercition liées à des règlements intérieurs ou autres qui sont importants. Pardon, je m'excuse, je suis un petit peu grippé, ça va être compliqué. Voilà. Alors, l'OMS est allé plus loin en disant que pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il fallait protéger les droits sexuels de chacun et de chacune. Et là, ce qu'on voit, c'est quelque chose de fondamental aussi, c'est de promouvoir une approche qui est à la fois inclusive, mais aussi fondée sur les droits des personnes, où la sexualité ne va pas se résumer à des risques, à des dangers, et qu'il faudrait absolument éliminer ou contrecarrer. Si on a la sexualité, c'est avant tout pour avoir du plaisir, une augmentation de sa qualité de vie, un épanouissement et du bien-être. On n'a pas de la sexualité pour réduire les risques, les dommages, que ce soit les violences, les IST, les grossesses non désirées. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que la santé sexuelle, c'est vraiment illustré par cette balance dont les plateaux sont au même niveau, c'est-à-dire que c'est à la fois la qualité de vie, l'épanouissement, le bien-être et la réduction des risques et des dommages. Mais malheureusement, bien trop souvent, en ce qui concerne handicap et sexualité, on s'est focalisé uniquement sur les dangers, sur les risques et les dommages, et ce qui a fait qu'on avait une approche qui était loin d'être positive de la sexualité et de la santé sexuelle. Alors l'OMS et d'autres associations ont rappelé également que la santé sexuelle était en lien direct avec la santé psychique et la santé physique. Et ça, c'est très important de le rappeler. Donc il s'agit d'un état vraiment de bien-être qui est global, intégratif, biopsychosocial. Donc, quels sont ces droits sexuels qui ont été édictés par l'OMS en 2002? Eh bien, ce sont déjà le droit de jouir du meilleur état de santé possible grâce à l'accès à des services médicaux spécialisés en matière de santé sexuelle et de reproduction. Et là, on a fait de grands progrès pour effectivement avoir des espaces qui ne sont pas handiphobes et qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Mais je crois qu'il ne faut pas relâcher. Il faut vraiment les efforts, il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Le droit de demander, d'obtenir, de transmettre des informations et entre elles sexualité, le droit à une éducation sexuelle, on va y revenir, le droit au respect de son intégrité physique, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas des dysfonctions sexuelles et qu'on ne doit pas se poser la question des effets des traitements sur notre libido ou la sexualité. Le droit au choix de son, sa ou ses partenaires, c'est moi qui rajoute son, sa ou ses. Le droit de décider d'avoir une vie sexuelle active ou non. Alors ça aussi c'est très important, c'est pas parce que on assiste à des formations ou des conférences sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, qu'on est obligé d'avoir une sexualité. On peut très bien vivre sans avoir de sexualité active à certains moments de son existence ou toute sa vie. Si on n'en souffre pas, on n'a pas à embêter les personnes et à être derrière elles. Le droit des relations sexuelles à un mariage sans coercition, et on voit que depuis 2019, effectivement, la loi a beaucoup évolué dans ce cadre-là, puisqu'il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation de son tuteur ou de son curateur pour se marier ou se paxer depuis 2019. Il faut juste l'informer, il n'y a plus de demande d'autorisation. Le droit de décider d'avoir ou ne pas avoir des enfants au moment de son choix, ça c'est vrai que c'est un autre questionnement qui pourrait être développé dans une autre webconférence sur la question du désir d'enfant et de la parentalité. Enfin, le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque, ce qui est fondamental, mais qui nous dit pas grand-chose des obstacles que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, et en particulier dans le champ de la déficience intellectuelle.
Alors, la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains va bien sûr dans le même sens de l'OMS et elle promeut 7 valeurs associées à la santé sexuelle que sont la dignité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Euh, et dans ce cadre, des valeurs de droits humains, celles de la santé sexuelle permettent de promouvoir également son amélioration pour tous et toutes en ce qui concerne le respect de l'intégrité des diversités sexuelles, la responsabilité sexuelle et la réciprocité sexuelle. La combinaison de toutes ces valeurs permet d'exercer une sexualité qui se veut à la fois autonome, sécuritaire et satisfaisante. Donc là, on a posé un petit peu le cadre actuel, hein, sociétal, d'une vision de la sexualité qui s'adresse, bien entendu, aussi aux personnes en situation de handicap. Mais quelles sont les spécificités des personnes avec déficience intellectuelle? Alors, je vais faire référence très rapidement à une recherche-action participative qu'on avait menée il y a quelques années déjà et qui s'appelle Mes Amours. Donc, le titre exact, c'est Accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle, construction d'un programme de formation et de recherche appliqué avec et pour des personnes présentant une trisomie 21. Donc le CRS était bien sûr partie prenante aux côtés de l'Université Lyon 2 et d'autres partenaires qui s'affichent sur la diapo. L'originalité de ce programme était que c'était une recherche-action participative, c'est-à-dire que les personnes concernées, il s'agissait ici de personnes adultes avec trisomie 21 et déficience intellectuelle, ont été associées dès les premières lignes écrites de ce projet de recherche. Et puis, on a donc mené des focus group pour savoir un petit peu où en étaient les personnes, ce qu'elles souhaitaient, quelles étaient leurs difficultés ou leurs empêchements, on va les voir après. Et ensuite, les personnes donc sont venues pour 5 week-ends à Lyon, prenaient l'avion le vendredi ou le train le vendredi et repartaient le dimanche. Et on a conçu donc une exposition qui est gratuite et libre de droit que vous trouverez sur notre site ou sur le site de l'AFIA. Alors, quel est le constat qui a été développé dans les prémices en fait de cette recherche-action lors des focus group? Eh bien déjà, et on ne s'étonnait pas trop, on s'est aperçu que les aspirations des personnes en situation de handicap sont les mêmes que celles de la majorité. Elles partagent effectivement toutes nos aspirations. Les difficultés sont plutôt liées à la solitude, aux mésententes et aux séparations. Des scénarios, des scénarios de rencontres sont beaucoup rapportés, mais sont souvent stéréotypés. C'est-à-dire qu'ils sont souvent très traditionnels. Les personnes avec déficience intellectuelle, par exemple, pour certaines, apportent une importance considérable à la bague de fiançailles, par exemple, à ce moment qui peut être très très important pour elles. Les relations amoureuses et leurs multiples facettes ont été très longuement évoquées et les personnes, elles mentionnent également des stratégies, pas toujours efficaces d'ailleurs, qui sont employées pour dire non à des sollicitations non désirées et exprimer effectivement leur assentiment. Alors, ça c'est important, les droits et les interdits de faire ou de dire sont très présents avec des confusions. C'est-à-dire que les personnes, elles disent qu'elles s'y repèrent pas. À force de vivre soit en famille, soit en établissement ou service social ou médico-social, avec des règlements de fonctionnement, des règlements intérieurs, des règles explicites, implicites, etc. Au bout d'un moment, elles s'y retrouvent pas. Elles font pas la part des choses entre ce qui est éthique, moral ou légal, illégal ça devient très complexe. Enfin, et ça c'est à noter, l'immense majorité des personnes avec déficience intellectuelle que nous avions interrogées a déjà été en contact avec des images ou des films pornographiques. Et ça, c'est effectivement un constat qui est fait dans de multiples études. Alors, quels empêchements ou besoins spécifiques? Eh bien, on va voir qu'ils sont à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a une grande méconnaissance du corps sexué et de son fonctionnement. Alors, bien sûr, la sexualité ne se limite pas à l'aspect anatomique, physiologique et la tuyauterie, mais manquer effectivement de connaissances et d'informations sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en érection, d'où viennent les règles, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement préjudiciable aux personnes. On l'a vu également, une grande méconnaissance des droits et des interdits en matière de vie amoureuse et sexuelle. Il y a une confusion en fait entre ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est autorisé, ce qui est légal ou ce qui est illégal.
Il y a un attrait pour la conformité et la difficulté à dire ce que je veux ou ce que je veux pas, hein. Donc, les personnes ont des modèles identificatoires qui sont souvent très très forts. Ils vont se coller en fait à certains scénarios sociaux, etc. Et ont parfois du mal à dire vraiment ce qu'elles veulent pour elles ou ce qu'elles veulent pas. Mais ça se comprend un petit peu, et on le verra plus loin, si on a une mauvaise connaissance de son corps, du fonctionnement et des relations socio-sexuelles, eh bien on a du mal à dire si on veut ou si on veut pas quand on ne connaît pas les choses. Enfin, et ça c'est vraiment important, la difficulté à décoder ses émotions et celles d'autrui et à interpréter les attitudes d'autrui et s'accorder avec lui. Et ça c'est noté dans de nombreuses recherches ou de nombreuses publications. C'est également ce que l'on a obtenu et c'était important de le signaler. Alors, on m'a questionné sur quelles pourraient être les postures des parents. Alors, moi, je ne suis pas un donneur de leçons, hein, c'est un petit peu compliqué. Je vais peut-être juste donner quelques petits éléments comme ça dans lesquels certains ou certaines pourraient se reconnaître et dont on pourra débattre à l'issue de cette présentation. Alors la première chose, je pense, en ce qui concerne la posture des parents, c'est vraiment d'affirmer que les personnes en situation de handicap sont des sujets de droit, sont des citoyens, citoyennes à part entière, qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais les mêmes libertés et les mêmes responsabilités que les personnes dites valides. Et ça, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eux et nous, il y a effectivement cette dimension très inclusive, comme on l'a vu, qui fait que les personnes en situation de handicap sont des situations, sont des personnes sont des sujets de droit, pardon, hein. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement les maintenir à l'écart de tout le cadre réglementaire et légal. Alors, ça pose des questions, hein, plus sur le plan médico-légal, mais ça, on en parlera peut-être dans d'autres conférences, parce que ça veut dire également que les personnes peuvent être également condamnées, hein, sur des pratiques ou des violences à caractère sexuel sur d'autres personnes, quoi. Et ça, effectivement, ça devient extrêmement complexe. Donc, elles peuvent devoir rendre des comptes rendre des comptes à la justice, ce qui implique que s'il n'y a pas d'information et d'éducation, eh bien effectivement, elles ne sont pas forcément conscientes de la portée de leurs gestes. Et c'est toute l'importance aussi de rappeler que les personnes en situation de handicap sont absolument des sujets de droit. Je voulais insister aussi sur quelque chose de particulier, c'est la violence d'une intimité partagée. Ça veut dire que lorsqu'on est parent ou proche d'une personne en situation de handicap, on est quasiment obligé de connaître ou de voir des choses qu'on ne devrait pas connaître ou qu'on ne devrait pas voir si ça concernait une personne dite valide. Et ça, il faut aussi l'intégrer. Je pense que c'est difficile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas proches de personnes en situation de handicap. On est dans l'obligation quasiment quotidienne de voir des choses, de connaître des choses qu'on ne devrait pas voir ou pas connaître. Il en est de même pour les professionnels et souvent c'est vraiment très important de travailler sur cette dimension. Alors, on va partir d'un cas particulier qui avait été développé dans un colloque en 2012 et qui est le cas particulier d'une masturbation dans l'espace collectif, donc une conduite bien sûr jugée inappropriée. Ça peut être sur le trottoir, à la maison devant la famille, en établissement, dans les lieux collectifs, etc. Donc la première question fondamentale à se poser, c'est un petit peu de se dire, mais est-ce que c'est normal si on tient compte de l'âge et du profil développemental de la personne et de son âge physiologique? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir des développements, comme on l'a vu dans les étapes de leur construction de la dimension de la sexualité, qui ne correspondent pas peut-être à leur âge physiologique, hein. Ils peuvent avoir des comportements d'enfant alors que c'est un adulte avéré. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, mais dans quelles circonstances, habituelles ou non, on observe cette conduite? Parce que bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement gênant, hein, c'est inapproprié, parfois c'est même un événement indésirable, et donc il y a une réaction qui est très vive, mais on oublie peut-être d'évaluer dans quel contexte va se dérouler cette activité auto-érotique. Enfin, quelles sont les conséquences immédiates ou différées pour la personne, hein, pour savoir si effectivement, quel sens ça a pour elle, qu'est-ce que ça lui apporte.
Chez une personne en situation de handicap, la masturbation peut être parfois en décalage de la fonction normale chez des personnes dites valides, euh, parce que l'âge, on l'a vu, physiologique est parfois en décalage avec l'âge développemental. Et ce qui veut dire que ces conduites masturbatoires vont se réaliser sans tenir compte de toute la dimension psychosociale qui est normalement acquise à cette étape du développement. Et puis, va s'exprimer, va en résulter des comportements souvent exhibitionnistes, pardon, mais qui sont tout à fait involontaires, car ils ne sont pas perçus comme tels par la personne. Et bien souvent, ce que disent les parents, donc souvent, il s'agit souvent de d'enfants ou de jeunes ados déficient intellectuel, avec parfois autisme, ils disent mais il comprend pas quoi. Enfin, il tire sur ses poils, il baisse son jogging à la boulangerie, etc. Mais c'est pas du tout pervers ni quoi que ce soit. Ils se rendent pas compte que c'est un comportement qui socialement ne peut pas être admis. Alors souvent, l'entourage va réagir très violemment à ces comportements pour faire cesser effectivement ces conduites inappropriées, et ça va renforcer donc un circuit où la personne en situation de handicap va voir que dès qu'elle s'exhibe, son entourage réagit immédiatement, et du coup, ça peut induire un circuit où pour elle, se masturber, c'est communiquer, c'est retrouver l'attention effectivement des personnes adultes, souvent autour d'elles. Encore une fois, la pratique auto-érotique, la masturbation chez une personne en situation de handicap peut être parfois décrite comme compulsive, mais ça peut être le signe simplement d'un problème médical, d'une affection, d'une mycose, d'une maladie ou d'une blessure, ou, et ça c'est fondamental aussi, de iatrogénie médicamenteuse. Alors, on peut changer le traitement d'une personne et puis tout d'un coup, ça va lisser sa libido, ça veut dire que la personne n'arrive plus effectivement à l'orgasme, par exemple, donc elle va se masturber de manière compulsive toute la journée. Ça peut être également un signe d'ennui, et là c'est important effectivement de pouvoir le décrypter, mais ça peut être aussi des conduites de rassurance, des stéréotypies pour lutter contre l'angoisse, etc. Une masturbation aussi compulsive sans aboutir à l'orgasme et à la détente physiologique qui suit peut aussi être le signe d'une technique inadéquate. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser des outils, des ressources pour essayer de comprendre comment la personne s'y prend dans ses activités auto-érotiques et comment est-ce qu'on peut l'aider effectivement à être plus efficace, à avoir une technique plus adéquate. Enfin, ces différents aspects peuvent aboutir parfois à des comportements automutilatoires ou auto-agressifs, avec tout un lot de conséquences négatives sur la santé physique et morale de la personne, mais sur son entourage aussi, parce que on va se polariser là-dessus et ça va être extrêmement complexe. Alors, j'aurais dû mettre des guillemets parce que bon réflexe, ça fait quand même le mec donneur de leçons, mais on va regarder un petit peu comme ça quelques bons réflexes qu'on pourrait effectivement citer. Alors, première des choses, c'est utiliser les mots justes. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Donc, effectivement, je pense que c'est très important. Il faut qu'on oublie les mots foufoune, zézette, zizi, marguerite, petite fleur, etc. Euh, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour la personne. Quand on grandit, que son corps, effectivement, à l'adolescence, va changer, évoluer, on peut plus appeler son pénis ou sa vulve, zézette ou zizi, foufoune, etc. Donc, il va falloir utiliser les mots justes sans effectivement empêcher la personne en situation de handicap d'utiliser ses propres mots, mais de lui dire simplement, bah, toi tu dis ma petite fleur, bah, ça s'appelle une vulve. Et lorsqu'on va faire les soins, la toilette, etc., eh bien, qu'on est proche ou professionnel, on va s'efforcer d'utiliser les mots justes, parce que c'est les seuls mots, en fait, qui doivent être utilisés. Tous les autres mots, c'est du registre personnel, intime de sa propre sexualité. Ça n'a pas à venir dans le champ de représentation des personnes en situation de handicap qui deviennent adolescentes ou adultes. Donc il va falloir, et ça c'est compliqué aussi, utiliser des ressources suffisamment explicites et concrètes. Donc on en verra quelques-unes à la fin de cette présentation.
Ça veut dire qu'il faut faire aussi un travail sur soi-même, quoi, hein, parce que le second degré n'est pas accessible pour certaines personnes, donc il va falloir vraiment montrer les choses très concrètement, sans limiter les informations, parce que les personnes, en fait, on s'est rendu compte, elles ont vraiment soif et besoin, en fait, qu'on leur fournisse des informations, mais à condition que ces informations soient accessibles et surtout qu'elles puissent advenir, être produites au moment où la personne est en capacité d'en prendre connaissance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va utiliser des outils, euh, des, euh, euh, des planches anatomiques, etc., des poupées, on va en voir quelques-unes, on doit s'assurer que la personne est bien d'accord pour voir des outils qui sont explicites et concrets. Hein, il ne s'agit pas de faire effraction. Certaines personnes ne souhaitent pas avoir cette exposition à des outils concrets. Il faut respecter là où elles en sont, bien entendu. Il va s'agir pour les familles de préparer tôt la puberté et l'adolescence pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Bien souvent, c'est une période de désorganisation qui peut induire des troubles psychologiques importants parce que la personne, ben, elle se retrouve plus dans son corps. Elle a beaucoup de difficultés à voir que son pénis a doublé, triplé de volume. Elle se demande ce que c'est que ce liquide blanchâtre qui vient cartonner son pyjama, d'où vient ce sang qui s'échappe de son vagin, etc. Quels sont ses poils? Et les personnes ont besoin effectivement de comprendre que c'est un phénomène physiologique normal, naturel, et de l'intégrer. Il va falloir s'y préparer parce que c'est pas toujours évident. Bah, c'est en regardant les cousins, en parlant des cousins-cousines, en utilisant des ouvrages d'éducation à la sexualité pour les jeunes enfants, les préados et les ados. Et puis, on l'a vu, il faudra pas faire la passe sur la question de la pornographie, hein, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que on est en France et qu'il y a très très peu d'éducation complète à la sexualité, malheureusement. Euh, le sexe est omniprésent sur la toile, sur Internet, etc. Mais on parle très très peu de sexualité en France. Et ça, c'est dramatique, hein. Donc, les personnes bah, vont chercher l'information dans la pornographie, et c'est clair que c'est peut-être pas le bon moyen d'information le plus pertinent pour comprendre ce qui se passe dans son corps et comprendre les relations aux autres dans ce qui est proposé dans le matériel pornographique. Enfin, je crois qu'il faut se dire quelque chose, c'est qu'on ne protège pas son enfant, on lui donne les moyens de se protéger lui-même ainsi que les autres. Donc, il faut équiper, entre guillemets, les enfants et leur permettre d'avoir des ressources et des informations, des compétences pour pouvoir se protéger par elles-mêmes. On ne pourra pas, en tant que parent proche ou professionnel, être sans arrêt derrière les personnes pour les protéger. Ça n'existe pas, ça. Par contre, on peut leur donner les moyens de comprendre et de se protéger par elles-mêmes pour elles et pour ainsi que les autres. Donc l'éducation complète à la sexualité, ben non, en parler, c'est pas donner des idées ou c'est pas inciter, ça c'est vraiment très important. Hein. C'est pas parce qu'on fait de l'éducation à la sexualité que effectivement ça va donner des idées ou perturber les enfants. Le silence n'est absolument pas une forme d'éducation. Hein. Nous, on dit souvent que, pardon, oh là, je suis allé trop vite. On dit souvent que la non-traitance est parfois pire que la maltraitance, c'est-à-dire ne pas aborder les choses in fine. C'est peut-être la pire des maltraitances puisque ça laisse les personnes seules sans avoir la capacité de penser à la fois leur corps et les petits papillons qu'elles ont dans le ventre et les petites émotions que cela procure. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable et délétère pour la vie des personnes. J'ai repris quelques diapos qu'on avait travaillé il y a quelques années déjà avec le Centre Ressources Autisme Île-de-France. Et cette diapo-là, qui est un peu trop vite, nous présente quels sont les objectifs de l'éducation complète à la sexualité, par exemple à l'éducation nationale. Alors, l'éducation complète à la sexualité ne peut pas se résumer à une simple transmission de savoir. Hein. Il ne s'agit pas non plus de rééduquer des personnes sur leur dimension sexuelle, de chercher une transformation des comportements par conditionnement des personnes. L'objectif premier de l'éducation complète à la sexualité, c'est vraiment développer des compétences et des attitudes pour permettre
l'émancipation du sujet, hein, qui va pouvoir ainsi vivre des expériences plaisantes, positives et sécures, se protéger lui et protéger les autres. Il s'agit donc de promouvoir une éducation complète de la sexualité qui soit accessible, adaptée et individualisée. Et c'est ça qui manque un petit peu souvent parce que les programmes, bien sûr, entre guillemets, ne vont pas pouvoir s'appliquer à toutes les personnes en situation de handicap. Il va falloir effectivement prendre un temps déjà pour évaluer quelles sont les connaissances de la personne, ce qu'elle souhaite connaître et quelles sont ses capacités aussi d'apprentissage de certaines dimensions psychosociales, parce qu'en fait, c'est ça qui est important, la sexualité, c'est avant tout des compétences socio-sexuelles par rapport à son corps, par rapport à le corps de l'autre, la puberté, on l'a vu, ce qui se fait pas au regard de la loi, et puis la réduction des risques et des dommages que sont les violences en fait, hein, à caractère sexuel dont pourraient faire l'objet les personnes ou qui pourraient commettre aussi, puisqu'il y a aussi des violences à caractère sexuel qui sont faites des personnes en situation de handicap elles-mêmes envers d'autres personnes en situation de handicap. Ça devient très compliqué d'apporter des connaissances et des compétences sociosexuelles parce que toutes ces dimensions, on l'a vu, vont effectivement être difficiles à gérer lorsque il y a effectivement des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, hein. Et là, effectivement, comprendre, exprimer les attitudes, les émotions, accepter, refuser, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de dimensions implicites qui vont avoir du mal à être perçue par les personnes. Elle m'a souri, je veux l'épouser, hein. Donc les personnes qui vont s'emballer, etc. Vous voyez que ce sont des compétences psychosociales, sociosexuelles qui sont importantes à développer, hein. C'est pas en regardant uniquement des schémas anatomiques qu'on va s'en sortir. Et ça nous renvoie effectivement à cette question qui est souvent posée, qui est cette fameuse question du consentement. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que il n'y a pas de consentement possible sans discernement, et ce discernement implique lui-même de l'information ou de l'éducation dès le plus jeune âge. Mais le consentement de la personne, qui doit être libre et éclairé, bien sûr, il doit être recherché dans tous les champs de sa vie, hein. Comment pourrions-nous consentir à des pratiques sexuelles si on ne peut pas effectivement se représenter ce qu'est un baiser avec la langue, ce qu'est telle pratique sexuelle, etc. Comment pourrions-nous consentir à des pratiques sexuelles si c'est toujours les autres qui prennent des décisions à notre place, si on se laisse un petit peu aller et qu'on manque d'informations. Donc vous voyez que au-delà du consentement, c'est la question proprement dite de l'assentiment qui va être à rechercher avec les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. L'assentiment, c'est au-delà du consentement, ça veut dire je vais demander à la personne si elle est d'accord pour telle pratique sexuelle, telle proposition, etc. Je vais attendre la réponse et je vais intégrer et accepter sa réponse. Donc vous voyez que cette dimension est vraiment importante. D'ailleurs, il y a de nombreux pays européens aujourd'hui qui revoient un petit peu leur législation des violences à caractère sexuel parce que le consentement, c'est aussi un concept qui est éminemment piégeant. Comment pourrions-nous consentir à des choses qu'on ne connaît pas? Je peux consentir à quelque chose, mais ça m'ennuie ou j'ai plus envie. Est-ce que j'ai le droit de manifester que mon consentement est révocable? Toutes ces notions sont fondamentales. Et vous voyez que ça va toucher aussi la dimension éducative beaucoup plus large. Au quotidien, est-ce que je suis obligé, lorsque je suis enfant, de faire la bise à la tata Marceline alors que j'ai pas envie? Ben non, euh, personne n'a le droit de m'obliger à mettre mes lèvres sur la joue d'un adulte ou de laisser un adulte effectivement m'embrasser si on n'est pas envie. Les règles du vivre ensemble, de faire société, c'est de dire bonjour, au revoir, mais on choisit les modalités. On n'est pas obligé, effectivement, d'embrasser sur la joue quelqu'un qu'on ne veut pas, hein. Donc ça commence par là aussi l'éducation au consentement dans la sexualité, c'est dès le plus jeune âge permettre aux enfants de pouvoir exprimer
effectivement leur adhésion ou leur non-adhésion à des propositions qu'on a formulées dans tous les domaines et bien avant celui de la vie affective et sexuelle. Ça passe aussi par la nécessité d'associer les personnes concernées. Et là, c'est très important parce que pendant longtemps, en ce qui concerne la thématique handicap et sexualité, on était sur une approche qui était uniquement centrée sur les problèmes, les risques, les dangers, les vulnérabilités, etc. En gros, c'était un petit peu l'étude d'Alain Giamy, hein, c'est-à-dire que on avait deux modes de représentation, l'ange ou la bête. Hein, soit il y avait un déni complet de la sexualité des personnes en situation de handicap, soit elle était considérée forcément comme déviante. Qu'est-ce que vous allez parler de sexualité à mon enfant, qu'est-ce que vous allez lui mettre dans la tête, etc. Donc, s'en suivait une infantilisation qui conduisait souvent au surhandicap, puisque les personnes n'avaient pas les codes sociaux hein, pour pouvoir progresser dans la dimension affective de l'existence. Et puis on est passé à une approche qui était plus centrée sur les solutions. Alors ça c'était pas mal, hein, mais voyez un petit peu l'illustration, c'est-à-dire que on présentait une solution. C'est les adultes autour qui présentaient la solution pour régler les problèmes, etc. Mais on était un peu dans le champ du cercle vicieux en fait de la prescription ou de l'hypernormalisation. L'idée c'est pas de faire à la place, hein, mais c'est de laisser la place à la personne pour qu'elle puisse trouver elle-même ses propres solutions. Donc il y avait effectivement des concepts absolument péjoratifs qui ont été repérés. C'est ce phénomène, par exemple, d'hypernormalisation, qui est un processus inconscient, hein, qui ont fait que lorsqu'on est parent ou professionnel ou travailleur social, eh bien, on a souvent des attentes beaucoup plus importantes pour les personnes en difficulté que pour les personnes dites valides. Hein, et ça, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Ça se passe vraiment comme si, parce qu'on a la personne a des difficultés potentielles, on est sur presque des prophéties autoréalisatrices en fait, où il y a un niveau d'exigence qui est supérieur et la personne va réussir toute sa vie à échouer en fait, puisque la barre est tellement haute que ça sera impossible à atteindre. Et puis, on essaye aujourd'hui de sortir de cette notion de capacitisme ou de validisme, hein, c'est-à-dire d'ériger une norme, en fait, qui serait celle des valides. En fait, je pense que j'aurais peut-être dû le mettre, il faudrait que je complète, mais un des repères également lorsqu'on accompagne un enfant avec déficience intellectuelle, c'est de quitter ses lunettes de valide. Parce que nos propres représentations sur notre propre sexualité ne vont pas s'appliquer forcément à ce qui est vécu, à ce qui est exprimé par la personne en situation de handicap. Donc il s'agit vraiment de quitter nos lunettes de valide et de ne pas chercher à faire rentrer la personne dans les petites cases, dans des normes. Donc l'idée, c'est très à la mode actuellement, mais c'est fondamental, c'est de développer le pouvoir d'agir des personnes. C'est très important. C'est-à-dire, le pouvoir d'agir, c'est la possibilité d'avoir davantage de contrôle sur ce qui nous importe, pour nous, pour les proches, pour le groupe social. Et ça rejoint un petit peu l'idée de sortir du validisme. Ça demande de porter un regard positif inconditionnel sur ce que vivent les personnes, sur ce qu'elles expriment. Tous les enjeux, toutes les modalités sont légitimes du simple fait de leur existence. On n'a pas à d'emblée juger que c'est anormal, que c'est inapproprié, etc. Sauf si, évidemment, mais on pourra revenir dessus, si c'est au-delà du cadre légal, bien entendu. Donc, c'est Yann Le Bossé qui a beaucoup travaillé dessus, bien sûr, vous le savez. Le développement du pouvoir d'agir, c'est vraiment l'idée d'accroître le pouvoir sur son parcours de vie. C'est vraiment l'idée que l'autodétermination va se développer en lien avec les capacités de la personne, mais aussi les occasions qui lui sont offertes par son environnement. Et ça, c'est vraiment fondamental, quoi. Si on ne peut pas expérimenter, à quoi ça sert d'avoir une éducation à la sexualité? Les quatre composantes du pouvoir d'agir sont bien entendu l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de décider et d'agir avec éventuellement le soutien adapté des autres, hein, mais qui est choisi. Hein, voilà. L'autorégulation,
c'est la gestion de soi, c'est la possibilité de se fixer ses propres objectifs, parfois en les décomposant en étapes réalisables, et puis de s'adapter aux réussites, aux échecs pour ajuster le chemin. Donc on voit bien ici que lorsqu'on est dans une forme d'infantilisation, de surprotection, eh bien ça va à l'encontre de l'autorégulation, et qu'en fait surprotéger un enfant en situation de handicap, c'est le surhandicapé, le survulnérabiliser. L'autoréalisation, c'est la connaissance de soi, de ses points forts comme de ses points faibles. Donc, ça veut dire qu'on a accès à de l'information et une forme d'insight. Et puis, cet empowerment psychologique qui est l'estime de soi, la confiance en soi, en sa capacité d'action, la capacité, c'est vraiment fondamental. Donc, comment effectivement renforcer ce pouvoir d'agir? Bah, d'abord en favorisant la participation des usagers, des usagères au premier chef. Leur permettre d'accéder aussi, bien sûr, à de l'éducation et à de l'information accessible, on l'a vu, et individualisée. Donner la parole aux personnes concernées pour valoriser leur parcours de vie et leur savoir expérientiel. Enfin, il s'agit de permettre cette appropriation des droits. Les personnes, on le répète, sont des sujets de droit et c'est vraiment fondamental, quoi. On ne fait pas pousser des fleurs en tirant dessus, hein. Je vais y arriver. Voilà. Euh, le temps, c'est vraiment un élément essentiel. C'est-à-dire que dans tout ce qui concerne l'accompagnement de la vie affective et sexuelle, ça se fait pas en claquant dans les doigts, quoi, hein, vraiment. Et puis, on doit aussi considérer tout le parcours de la personne, hein. Plus il y a eu un temps d'inactivité ou d'échec, plus reprendre effectivement cette réflexion sur sa vie affective et sexuelle, ça va être long, etc. Je vois que le temps file à vitesse vertigineuse. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que euh, le projet qu'on peut avoir avec une personne en situation de handicap pour l'accompagner dans sa vie affective et sexuelle, ça rejoint un petit peu cette notion de projet qu'on voit beaucoup dans les établissements et services sociaux, médico-sociaux. En fait, ce qu'on prône souvent, c'est qu'on dit la personne en situation de handicap est au centre de son projet. Mais j'ai envie de dire, mais quelle horreur! J'espère, moi, personnellement, ne jamais être au centre d'un projet avec tout un aéropage de personnes qui me regardent vivre, fonctionner, surtout dans cette dimension la plus intime de ma vie. Être au centre du projet, c'est effectivement, parfois, hein, lorsque c'est dévoyé, devoir rendre compte son parcours, etc., à des personnes qui nous regardent fonctionner, que ce soit notre famille, les professionnels, les tuteurs, euh, les professionnels de l'accompagnement et du soin. La vraie place de la personne, c'est pas au centre de son projet. La vraie place de la personne, c'est bien au niveau du cercle de ses décisions, au même niveau que la famille, les professionnels, les tuteurs, etc. Bien sûr, en tenant compte des compétences de la personne, hein, ne sont pas bisounours, mais ce qu'on va observer, ce qui est au centre, c'est le projet. Et la personne, elle fait partie du cercle de décision, donc il s'agit vraiment ben, euh, de procéder à vraiment un changement de paradigme où la personne en situation de handicap n'est plus vécue uniquement comme un objet de soins, d'attention, qu'il faudrait protéger, etc., mais qu'elle devient vraiment sujet de désir, sujet de droit effectif et sujet de désir. On pourrait rajouter des S à désir et projet. Donc, une des conclusions de cette présentation, ça serait vraiment de prôner haut et fort que c'est vraiment la personne en situation de handicap qui doit être placée à cette place d'experte de sa propre vie. Ça veut dire qu'on ne va pas hiérarchiser les savoirs profanes, ce que connaît la personne de son fonctionnement, des savoirs universitaires ou professionnels, etc. C'est vraiment fondamental. La personne est à la table de décision au même titre que tout le monde. Et c'est sa vraie place. Alors, encore faut-il, bien entendu, je vais très très vite parce que je vois le temps qui s'écoule, que la personne puisse être informée, éduquée, etc. et qu'on ait pu valoriser ses compétences. Donc on va aborder sur les quelques minutes qui nous restent quelques outils et quelques médiations. C'est un peu une revue à l'après-vert un petit peu rapide, sachant que, et ça a été annoncé, on aura peut-être l'occasion dans d'autres conférences de pouvoir présenter plus en détail ces outils et ces médiations. Elles sont également sur notre site crs.org.
Alors oui, attention, si vous voulez pas regarder, il va y avoir du matériel explicite très concret, donc ne regardez pas l'écran si effectivement la nudité frontale vous gêne. Voilà, ce sont des choses assez explicites. Donc, trouver les espaces et les personnes ressources adaptées, ben, d'abord, c'est toutes les associations membres des filières déficience et handi-rare, hein, bien entendu. Hein. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment une offre sur les réseaux sociaux, sur notre site, et, bien sûr, qui est extrêmement importante, gratuite, libre d'accès, etc. Et puis, il y a tout votre réseau de proximité. Donc, tous les centres Intimagir, hein, donc c'est les centres ressources régionaux autour de la vie intime, affective, sexuelle et la parentalité des personnes en situation de handicap. Chaque région doit avoir désormais son centre Intimagir. Le planning familial, le CRIAFS, le centre ressources et d'information sur les auteurs de violences à caractère sexuel, les centres ressources autisme, tous les professionnels de l'accompagnement et du soin, les centres gratuits d'information, de diagnostic, dépistage, LGBT, etc., etc., etc. Et puis beaucoup d'outils qu'on va voir. Donc ça, c'est lorsqu'on fait des formations ou des présentations, vous voyez qu'il y a pléthore d'outils. On va en voir quelques-uns. Alors c'est là que ça devient explicite, effectivement. Donc des pictogrammes pour certaines personnes hein, qui sont absolument fondamentales hein, pour pouvoir associer effectivement des images picto à des concepts ou des représentations. Alors, que ce soit en petit groupe ou en individuel, c'est vrai que j'utilise énormément les pictos et particulièrement les pictos blancs sur fond noir. Ce sont les pictos belges de l'association Scléra qui sont gratuits et libres de droit. Vous pouvez, en cliquant sur les liens, aller télécharger des milliers de pictos dans toutes les dimensions, que ce soit les professions, la famille, la nourriture, etc., etc., les fêtes. Et la sexualité, donc voir des pictos très explicites, mais qui vont être utiles effectivement pour pouvoir travailler hein, de manière très très individualisée avec des personnes sur, par exemple, tu n'as pas le droit de te masturber en public, l'exemple qu'on avait pris. Un autre exemple, bien, c'est cette revue J'existe et je veux, que vous connaissez certainement, hein, qui a été créée par l'ADAPI du Var, en fait. Hein, donc, ils en sont au 27e ou 28e numéro. C'est une revue trimestrielle qui coûte environ 5 euros et qui est en FALC, en facile à lire et à comprendre. Enfin, pour certaines personnes qui sont plus effectivement euh, dans une approche à des premières étapes de leur découverte de la sensorialité, etc., qui n'ont pas accès au langage, on va pouvoir utiliser par exemple des poupées sexuées. Et en particulier, ben voilà, d'autres poupées là qui viennent de sortir il y a quelques mois. Alors elles sont assez onéreuses, mais elles sont intéressantes quand même, puisque effectivement on va pouvoir explorer le corps nu, etc., le pénis. Pour d'autres personnes, par exemple pour l'apprentissage de la masturbation, pour des personnes qui arrivent mal, bah, ça veut dire on va peut-être passer par des reproductions en peluche, hein, qui sont sur le site Bivea, le laboratoire Bivea. Donc ici, par exemple, sur le pénis, on va pouvoir le décaloter, etc., pour travailler tout ce qui est de l'ordre du script de douche, comment faire, etc. Et puis, les personnes pourront montrer sur ce pénis en peluche comment elles se donnent du plaisir, comment elles se masturbent. Mais parfois, c'est très curieux de voir qu'elles ont effectivement pas des techniques très adéquates. On a créé aussi avec Santé publique France, j'y ai participé, donc 4 petites vidéos que vous trouverez sur le site de Santé publique France ou celui du CRS, hein, qui est en conception universelle. L'idée, c'est de ne pas connoter trop handi les vidéos, mais de se dire que les vidéos peuvent être accessibles à tous et à toutes, quelles que soient les capacités, l'âge, la langue, la culture, etc. Donc, quand on va sur le site de Santé publique France ou celui du CRS, eh bien, on va pouvoir découvrir des vidéos qu'on va pouvoir ralentir, bien sûr, c'est souvent fondamental, mais il y a aussi l'audio description
pour les personnes déficientes visuelles ou aveugles. Et l'audio-description, c'est quelque chose qui va être très intéressant pour les personnes avec déficience intellectuelle, par exemple, hein, parce que des fois, ça va trop vite. Elles ont du mal à décoder les images vidéo, et c'est bien d'avoir une petite voix qui dit Ben est dans sa chambre, il a fermé la porte, il regarde des films érotiques. Sinon, ils vont pas comprendre en fait. Ben se masturbe, etc. Donc, comme c'est pas explicite complètement, c'est décrit. Alors, il y a des outils qui sont très anciens, hein, qui datent du siècle dernier, mais qui sont vraiment très intéressants, qui sont faits par les Belges, hein, et qui s'appellent Des femmes et des hommes. Donc ça, c'est l'ancienne version noir et blanc, qui est désormais gratuite en fait. Donc il y a plus de 150 fiches qui permettent d'explorer vraiment des choses très très complètes au niveau de la vie affective et sexuelle. Et cet outil donc qui coûtait 150 euros est désormais gratuit en téléchargement libre parce qu'ils ont fait une seconde version en noir et blanc qui explore un petit peu plus les violences à caractère sexuel euh, que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. Un autre exemple, ce sont ces tabliers pédagogiques qui sont faits également par la Fédération laïque des plannings familiaux belges. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une version homme et une version femme. Mais dans la version femme, par exemple, on va pouvoir expliquer d'où viennent les règles, hein, comment ça se passe, etc. Donc, c'est un tablier avec des sortes de bavettes, hein, et à chaque fois, on va soulever une bavette qui montre l'intérieur du corps et, par exemple, bah, l'ovulation, la progression de l'ovule dans les trompes de Fallope, dans l'utérus qui se prépare, et in fine, effectivement, les règles qui vont se dérouler. On l'a déjà cité, donc je vais encore plus vite que jusqu'à présent. Donc, tous ces petits bouquins, ce que Elsa aime, Tom aime, qu'est-ce qui arrive à Tom, Elsa, Elsa va aux toilettes, Tom va aux toilettes, c'est vraiment très intéressant. C'est l'antithèse de Titeuf, si vous voulez, hein, parce qu'il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de second degré. C'est fait à l'origine, c'est canadien, pour des personnes avec autisme, mais du coup, c'est un outil qui va tout à fait parler aux personnes avec déficience intellectuelle, puisqu'en fait, les images sont très très simples, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté, d'interprétation possible. C'est très clair. Quand il ne faut pas le faire, il y a une croix rouge, c'est interdit, etc. Et puis depuis quelques mois, et ça nous manquait, il y a une version adulte en fait pour les personnes avec autisme qui, pareil, est très explicite, hein, voilà, qui permet de comprendre un petit peu bah, les relations socio-sexuelles. Un outil que je présente qui est également gratuit, qui a été créé par l'AFA, l'Association des femmes francophones autistes, et puis le planning familial. C'est Mon corps, moi et les autres. Et c'est tout à fait intéressant parce que, par exemple, on va pouvoir travailler bah, quelles sont effectivement les zones érogènes, l'intimité, les parties intimes, mais on va pouvoir aussi comprendre qu'est-ce qu'il en est des attirances sexuelles, pouvoir effectivement montrer les interdits, que ce soit avec les enfants ou les animaux, etc. Et puis, je passe très très vite, mais on pourrait prendre le loisir d'explorer ces outils. Aussi, comment est-ce que je peux réagir en cas de violence, hein. Et effectivement, j'ai le droit de dire non, mais je peux le dire de plus en plus fort aussi. C'est pas en suçant non que ça va aller. Je peux le faire avec des cris, je peux le faire avec des gestes, etc. Et ça, par exemple, dans l'éducation complète à la sexualité, si on n'a pas informé les personnes qu'elles ont le droit de dire non, même si c'est leur mari, leur compagnon, leur copain, leur copine, etc., eh ben, diront, ben, moi, je savais pas, hein, je pensais que je devais puisqu'on était ensemble, etc. Donc, vous voyez que parfois, il suffit de libérer la parole pour libérer la pensée et surtout de mettre en place effectivement des modes de protection des personnes par rapport à leur propre consentement et aux violences à caractère sexuel dont elles pourraient faire l'objet. Un autre outil que vous connaissez certainement, c'est tout ce qui est santé BD Coactis. Donc nous, on a contribué à puberté garçon, puberté fille. Et vous trouverez un article sur notre blog ceres.org, puisqu'en fait, il y a une réédition de ces fiches, en fait, et on a séparé les changements du corps et les modifications plus au niveau psychologique. Et du coup, c'est plus lisible pour les personnes. Ce sont des brochures qui sont tout à fait intéressantes et que j'utilise beaucoup, beaucoup dans ma pratique au quotidien. Un site belge qui est intéressant parce que en fait il y a des illustrations, je crois que j'en ai pas montré là, qui sont
très explicite, etc. Mais surtout, le texte, on peut cliquer sur le texte et il est vocalisé. Donc ça veut dire qu'on peut laisser les personnes seules avec leur tablette et elles vont pouvoir explorer en fait le site internet, même s'ils n'arrivent pas à lire, elles vont pouvoir effectivement avoir tout le texte qui est vocalisé. Enfin, une exposition qu'on a mis en place et dont je vous ai parlé, qui est gratuite et libre de droit, et je pense que ce serait intéressant qu'elle puisse être présentée par les personnes elles-mêmes qui l'ont conçue, qui a débouché sur 5 panneaux, des illustrations, des photos et des vidéos. La liste pourrait être très très longue, mais je vois qu'il est déjà très tard et qu'il faut que je rende l'antenne, comme dirait l'autre. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention par rapport à cette présentation je laisse la place à présent aux questions avec ce slogan que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Ce qui diminue l'un de nous diminue tous et toutes. On est vraiment dans cette approche inclusive de la dimension de la vie affective et sexuelle. Merci encore pour votre attention.